Nous prenons l'antenne pour vous informer qu'un Américain unique en son genre nous a quittés. Dick Clark s'est éteint à l'âge de 82 ans. Lui qui a eu si longtemps le surnom d'adolescent le plus vieux du monde. Dick Clark a renouvelé la télévision avec son programme American Bandstand. C'était mon idole. Il ne se passait pas un jour sans que je voie son émission. Avec son style honnête et décontracté, il a séduit l'Amérique. Alors retenez bien cette fréquence radio. Dick était l'un des êtres les plus drôles, les plus intéressants, mais aussi les plus intelligents que j'ai rencontrés. Il a bâti un empire audiovisuel aujourd'hui estimé à plus d'1 milliard de dollars. Presque tout ce qu'il touchait se changeait en or. Son succès était phénoménal. Mais en marge de sa vie publique, il devait surmonter les conséquences d'une terrible maladie. Il a lutté de toutes ses forces pour retrouver les facultés qu'il avait perdues. Mais c'était un combat très difficile. Le 18 avril 2012, après une carrière de 50 années dans l'audiovisuel américain, Dick Clark meurt soudainement à la suite d'une opération chirurgicale de routine. Le certificat de décès de Dick Clark indique qu'il est mort d'un infarctus du myocarde aigu ou crise cardiaque après une opération. À 82 ans, tout acte chirurgical comporte davantage de risques. Mais la résection prostatique que devait subir Dick était une intervention donnant rarement lieu à des complications. Il faut ajouter à cela qu'avant l'opération, Dick semblait être en assez bonne santé. Donc, je vais devoir percer à jour ce qui a réellement provoqué cet arrêt cardiaque brutal. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste réputé dans le monde entier. Il a réalisé des milliers d'autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. Dick Clark est encore apparu à la télévision quelques mois à peine avant sa mort. Il semblait en assez bonne santé pour un octogénaire. Il faut rappeler qu'il avait fait un accident vasculaire cérébral 8 ans avant sa mort, ce qui est susceptible d'avoir augmenté les risques de crise cardiaque. Mais je doute que cet AVC soit seul responsable de sa mort. Je vais m'appuyer sur le certificat de décès de Dick Clark et sur les témoignages de ceux qui l'ont connu pour comprendre en détail ce qui a conduit cette crise cardiaque à lui être fatale. Times Square, New York, réveillon du Nouvel An 2011. Moins de 4 mois avant la mort de Dick Clark. Il vit heureux depuis 34 ans aux côtés de son épouse Carrie, qui est aussi son associée. Comme de coutume, elle aide Dick à se préparer à présenter son incontournable émission de fin d'année, Rockin' New Year's Eve. La dernière fois que je l'ai vu, c'était chez lui. Il avait l'air très en forme. Mon père a toujours été svelte. Il avait une allure remarquablement jeune. Toute sa vie, il a fait 10 ans de moins que son âge. Alors qu'il avait déjà plus de 80 ans, il continuait à me dire que le plus vieil adolescent du monde, c'était lui. Bien que Dick fasse honneur à son image, les suites de son AVC sont visibles. Hors des plateaux, il se déplace en chaise roulante. À l'écran, Dick égrène le compte à rebours jusqu'à la nouvelle année. Dick et Carrie continuent de s'échanger des baisers, même lorsque les caméras ne les filment plus. C'est le dernier réveillon que les deux époux vivent ensemble. Dans quelques mois, Dick sera mort. À 82 ans, Dick était toujours en activité. Et à l'image, il avait encore une allure assez jeune. Mais des témoignages m'ont appris qu'il se déplaçait souvent en chaise roulante pour pallier les effets de son AVC survenu 8 ans plus tôt. Sachant que Dick est décédé d'une crise cardiaque,
Cette chaise roulante serait-elle un signe révélateur d'une pathologie cardiaque grave? Dick naît le 30 novembre 1929 à Mount Vernon, dans l'État de New York. Ses parents, Richard et Julia, sont respectivement vendeurs et mères au foyer. Cadet de 2 garçons, cet enfant de la classe moyenne est très populaire à l'école. Dès son plus jeune âge, Dick s'est distingué par un sens aigu des affaires. Pendant ses études supérieures, il a eu l'idée d'imprimer des recueils de potins de la fac, qu'il vendait aux autres étudiants 2 cents le numéro. Il était né avec la bosse du commerce, au point que ses camarades de la fac avaient l'habitude de dire de lui qu'il aurait été capable de vendre le Brooklyn Bridge. Chez les Clark, la musique est omniprésente. Mes grands-parents ont toujours eu un piano ou un orgue à la maison. Et mon père aussi. Ce n'était pas un très grand musicien, mais la musique a toujours été importante dans sa vie. À commencer par le jazz et les big bands. Encore étudiant, Dick travaille à mi-temps à la WRUN, la radio que son oncle possède à Utica, dans l'État de New York. Dick a d'abord travaillé au courrier, donc il ne pouvait que gravir les échelons, ce qu'il n'a pas tardé à faire. Grâce à son charisme naturel et à la sympathie qu'il suscitait, de nouvelles opportunités lui ont été offertes. Mais c'est surtout sa voix qui lui vaut d'être remarqué. Il avait un timbre de voix exceptionnel, à la fois doux et chaleureux. Il a d'abord lu des réclames, puis des bulletins d'actualité entre les émissions. Durant cette période, il a animé une émission radio consacrée à la musique country, dans laquelle il officiait sous le nom de Cactus Dick. Je ne sais pas si c'était un choix judicieux. Je vous laisse en juger. Après ses études, Dick Clark poursuit sa carrière à la WFIL, une radio de Philadelphie. Sa chance se présente lorsque Bob Horn, animateur d'un programme musical sur la chaîne de télévision de la station, est arrêté pour conduite en état d'ivresse. Dick Clark le remplace au pied levé et fait aussitôt sensation. Il avait une sorte de don pour mettre les téléspectateurs à l'aise, aussi bien les adolescents que des personnes de 85 ans. Il inspirait confiance. Souvenez-vous, si vous voulez écouter le meilleur de la musique populaire, même quand vous n'êtes pas chez vous, retenez bien cette fréquence radio. Nos mélodies entraînantes ne manqueront pas de vous plaire. Sous son égide, American Bandstand passe en diffusion nationale sur ABC. Suivi chaque semaine par plus de 40 millions d'Américains, c'est un succès immédiat. Quand il s'adressait à la caméra, il vous donnait l'impression de vous parler directement. C'est ce qui a fait son succès télévisuel pendant de nombreuses décennies. Dès le début de sa carrière, Dick Clark a en parallèle investi dans l'industrie musicale. Il possède ainsi des parts de 33 labels, distributeurs et fabricants de disques. Il lance par ailleurs la carrière d'une multitude de stars de la musique, parmi lesquelles Smokey Robinson, les Doors, les Jackson 5, Aerosmith et Connie Francis. Sans Dick Clark, ma carrière n'existerait pas. Il restera mon seul véritable ami dans le métier. C'était une personne formidable. L'être humain le plus remarquable que j'ai connu. Dick Clark comprend la manne que représentent les contrats sur les produits dérivés. Mon père est surtout connu en tant que personnage public, parce qu'il passait à la télé. Mais à ses propres yeux, il était un homme d'affaires. En 1968, il fonde la société Dick Clark Productions. Il est à l'origine de nombreux succès à la télévision, au cinéma et dans le spectacle vivant. L'émission American Bandstand restera 37 ans à l'écran et sa soirée du réveillon sera régulièrement suivie par plus de 20 millions de téléspectateurs au fil de ses 40 ans d'existence. Je lis sur le certificat de décès que Dick a fait un infarctus du myocarde, une crise cardiaque causée par une insuffisance coronarienne. Or, l'une des principales causes d'insuffisance coronarienne aux États-Unis, c'est le stress. Dick a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, et il est resté jusqu'au bout sous le feu des projecteurs. Le stress généré par son activité professionnelle trépidante a-t-il mis son cœur à trop rude épreuve? 1975, Californie. Parvenu au sommet de sa carrière, Dick Clark jongle entre ses nombreuses responsabilités d'entrepreneur. Mon père était accro au travail. Pour lui, les affaires passaient avant la famille. Il travaillait à toute heure du jour et de la nuit. Il ne faisait rien d'autre.
Je me souviens d'une fois où il a décliné mon invitation à venir à l'un de mes spectacles, parce que ce jour-là, il devait enregistrer 10 épisodes de l'émission Pyramide à la suite. C'est trop serré, vous comprenez? Regardez. Et quand son stress professionnel devient trop grand, Dick n'hésite pas à laisser paraître ses émotions. Il était soupolé. Tous ses collaborateurs le disaient. Faites votre boulot. Mon père avait séduit l'Amérique par son charme rassurant. Pourtant, son langage aurait parfois fait rougir un sergent instructeur. Quand il piquait une crise, ce n'était pas à moitié. Quand on entend les témoignages parlant de ses accès de colère, on peut penser qu'ils étaient liés à son perfectionnisme. Dick Clark était un bourreau de travail. Il avait une idée précise de ce qu'il voulait, et ses pertes de sang-froid venaient peut-être en partie de son désir de tout contrôler. Des études récentes suggèrent que des épisodes de stress pourraient entraîner des lésions au niveau du cœur et des artères. L'organisme de Dick aurait réagi au stress en augmentant son rythme respiratoire afin de fournir davantage de sang oxygéné à ses organes. Mais cet afflux supplémentaire d'oxygène dans son corps aurait provoqué la libération de toxines dans son système sanguin. Ces toxines auraient attaqué ses tissus cardiaques et vasculaires, ce qui aurait eu pour conséquence l'apparition d'une inflammation et ainsi entraîné chez lui un risque accru de développer des maladies coronariennes et des déficiences cardiaques sévères. Il s'agit d'un phénomène appelé stress-oxydant. La soif de succès de Dick Clark a pour origine un drame survenu durant son enfance. En décembre 1944, alors qu'il a tout juste 14 ans, son frère Bradley, pilote de chasse envoyé en Europe, est tué lorsque des chasseurs allemands abattent son appareil. Mon oncle, le frère de mon père, était aussi son idole. C'était un jeune homme qui présentait bien, un sportif accompli, la star du campus. Je crois que la mort de mon oncle, ce grand frère brillant dans tous les domaines, a été l'incident fondateur qui a fait naître chez mon père ce besoin de réussite. Il a passé sa vie à essayer d'être à sa hauteur. Après la perte de son frère, Dick est devenu enfant unique. Et tout se passe comme si les attentes que ses parents avaient pu projeter sur chacun des deux frères s'étaient soudain mises à peser sur ses seules épaules, que cela ait été conscient ou non. L'acharnement dont il faisait preuve vient sans doute largement du besoin de mériter le fait d'être en vie. Pour se montrer à la hauteur, il fallait réussir, travailler aussi dur qu'il lui était possible, et c'est ce qu'il a fait. Malgré son tempérament passionné, Dick Clark apprend au fil des années à mieux contrôler ses émotions. Je n'ai jamais été commode dans ma vie professionnelle. Je suis lunatique, je passe par des hauts et des bas. Avant, je passais mon temps à crier, mais maintenant que je suis plus vieux, j'ai appris à me contrôler. Dick a travaillé comme présentateur durant plus de 60 ans. Même s'il a évidemment traversé des périodes de stress, c'est sans doute une chose qu'il avait appris à maîtriser. Donc je ne pense pas que ce facteur ait pu jouer un rôle majeur dans son infarctus du myocarde, dans la crise cardiaque qui a causé sa mort. Son certificat de décès mentionne qu'il souffrait de défaillance coronarienne, une pathologie à l'origine d'une mort sur 4 aux États-Unis. L'une des principales causes de défaillance coronarienne est l'alcool, et il apparaît que Dick a consommé de l'alcool quelques jours à peine avant sa mort. 8 avril 2012, Malibu, Californie. 10 jours avant sa mort, Dick Clark participe à un dîner en compagnie d'amis. On s'est amusés comme des fous, c'était un dîner formidable. On était peut-être 10 ou 12 convives. Dick et moi n'arrêtions pas de nous envoyer des blagues. Tout le monde semblait apprécier ce moment de convivialité. Comme à son habitude, la star s'accorde un verre. Des études récentes s'intéressent au lien entre la rigidité artérielle, un indicateur de la santé cardiovasculaire, et la consommation d'alcool au fil du temps. Il semblerait qu'avec l'âge, les artères deviendraient particulièrement vulnérables aux lésions causées par l'alcool, qui affectent à long terme l'élasticité des parois artérielles. Cela signifie que les artères ne peuvent plus s'ajuster aux variations de la pression sanguine, ce qui accentue le risque de maladies coronariennes.
Par ailleurs, une consommation d'alcool excessive élève la pression sanguine et conduit ainsi à un risque accru de fibrillation atriale, ce qui correspond à des battements de cœur irréguliers ou trop rapides. Le risque de troubles cardiaques et de crise cardiaque s'en trouve augmenté. Si Dick avait pour habitude de consommer trop d'alcool, il était donc davantage exposé à un risque de défaillance cardiaque. Je me souviens que durant mon enfance, on avait à la maison une sorte de pièce de détente au rez-de-chaussée, destinée à accueillir les fêtes. Il y avait dans cette pièce un bar bien fourni en alcool. Et dans mes plus vieux souvenirs, je revois mon père avec un cocktail à la main. Mais c'est à partir de 30 ans que le penchant de Dick Clark pour la boisson devient sérieux, lorsque sa première épouse Barbara ne supporte plus de passer après la carrière de son mari. Elle a été infidèle, mais Dick n'a trompé aucune de ses épouses. Jamais. Son départ a été un coup très dur pour lui. Barbara avait été sa petite amie au lycée. Et le fait qu'elle le quitte l'a conduit à boire de façon particulièrement déraisonnable durant cette période. Alors que je dînais avec lui, un soir je lui ai dit « Ce mariage n'est pas une grosse perte, Dick. Il faut que vous vous repreniez en main et que vous arrêtiez de boire. » Je me disais que si les problèmes qu'il avait étaient rendus publics, cela risquerait de compromettre sa carrière, en plus de ruiner sa santé. Les témoignages que j'ai consultés rapportent que Dick a ensuite cessé de boire de façon excessive. Il a continué à consommer de l'alcool, mais toujours avec modération. Des études s'appuyant sur des éléments solides indiquent que boire avec modération a même pu avoir des effets positifs sur la santé cardiovasculaire de Dick. L'alcool augmente le taux de cholestérol HDL qui contient des lipoprotéines denses, contribuant à éliminer le cholestérol qui s'accumule dans les vaisseaux sanguins. Donc je doute que l'alcool ait été à l'origine de la maladie coronarienne ayant conduit à sa crise cardiaque. Mais les mauvaises habitudes alimentaires sont une autre cause de maladie coronarienne. Or, Dick était un consommateur notoire de repas gras et sucrés, qu'il aimait presque autant que la musique. 14 avril 2012, Malibu, Californie, 4 jours avant la mort de Dick Clark. À l'occasion des fêtes de Pâques, la star et sa troisième épouse ont invité de la famille. Richard, Cindy et Dwayne, les enfants issus des précédents mariages de Dick Clark, sont tous les trois présents. C'est à la suite d'un événement malheureux que toute la famille venue pour Pâques a paradoxalement pu être réunie sous le toit de mon père. Durant notre séjour chez lui, nous avons vécu de nombreux moments privilégiés. Pour marquer le coup, la star savoure sa gourmandise préférée. Mon père était de son propre aveu un fanatique du chocolat. À la maison, il allait jusqu'à cacher le chocolat pour le tenir hors de portée de nous, ses propres enfants. C'était un vice chez lui. Les enfants dévoraient tout le chocolat, alors je m'étais mis à le cacher en hauteur, comme un ivrogne qui cache sa bouteille dans le chandelier. Je cachais mon chocolat, mais depuis, je mange beaucoup moins de sucreries. C'est amusant parce que mon père, qu'on surnommait le plus vieil adolescent du monde, mangeait justement très mal. Il avait des goûts alimentaires très peu recherchés et il était accro au fast-food. Comme tout le monde à cette époque-là, il adorait les fast-foods. Il enchaînait les burgers, les frites et les milkshakes. À l'époque, personne ne se souciait de l'impact de cette alimentation sur la santé. C'était pratique, c'est tout ce qui comptait. Chaque jour, Dick jonglait avec une quinzaine de projets. Ses journées étaient interminables. Quand on travaille autant d'heures, on essaie de se faciliter la vie d'un point de vue pratique. Dick Clark lui-même a déclaré que la nourriture qu'il aimait manger était mauvaise pour la santé. Les aliments auxquels il fait référence sont ceux qui contiennent de grandes quantités de sucre et de gras. Un tel régime est associé à l'athérosclérose, une maladie qui se caractérise par la formation de plaques de dépôt gras sur les parois internes des artères. Lorsque les artères deviennent trop rigides, la plaque qui s'y est accumulée peut céder et former un caillot sanguin susceptible de déclencher une crise cardiaque.
des éléments permettent de conclure que le régime alimentaire de Dick a pu avoir un impact sur son cœur, sous la forme d'une athérosclérose ayant entraîné une maladie coronarienne. Mais en me penchant sur son mode de vie, je me suis rendu compte que son régime alimentaire a contribué à faire apparaître un problème distinct et autrement plus significatif, qui a pu avoir un impact dévastateur sur son état de santé. 18 ans avant sa mort, Dick et Carrie ont pris rendez-vous avec leur médecin pour parler de nouvelles préoccupantes. La star est en effet atteinte de diabète de type 2. Quand j'ai appris que Dick avait du diabète, je lui ai expédié pour $200 de chocolat. Mais du chocolat sans sucre. Le diabète de type 2 se développe en général à l'âge adulte. Il peut causer des dommages physiologiques irréversibles s'il n'est pas traité. Il est notamment susceptible d'entraîner des problèmes rénaux, des diminutions de la vue allant jusqu'à la cécité ou encore des infections et des lésions aux jambes et aux pieds. Toutes ces pathologies ont d'ailleurs pu être des précurseurs ayant contribué à provoquer ensuite la crise cardiaque de Dick. Et on sait maintenant que le diabète de type 2 est susceptible d'être spécifiquement responsable de lésions au cœur et aux vaisseaux coronariens. Mais au moment où Dick a été diagnostiqué, cette information n'était que peu connue. Après plus de 10 ans de vie avec le diabète, la star apparaît sur le plateau de Larry King. Il a une nouvelle à nous annoncer ce soir sur laquelle nous reviendrons amplement. C'est à vous. C'est la première fois que je vais parler de ce sujet, Larry. Je suis atteint de diabète de type 2. Je vous accorde que ce n'est pas une nouvelle de premier ordre. Et quand je l'ai appris il y a 10 ou 11 ans, je n'y ai pas accordé d'importance. Je pensais qu'en faisant un peu d'exercice et en surveillant mon alimentation, tout irait bien. Mais quand j'ai appris il y a 4 ou 5 mois que les 2/3 des diabétiques mouraient de crise cardiaque ou d'AVC, j'ai compris que je devais prendre cela plus au sérieux. Dick avait raison de se faire du souci. Les personnes souffrant de diabète de type 2 développent une résistance à l'insuline, une hormone produite par l'organisme pour réguler le taux de sucre dans le système sanguin. Cela a pu conduire Dick à faire de l'hyperglycémie, ce qui signifie que son taux de sucre dans le sang serait devenu dangereusement élevé. Au fil du temps, l'hyperglycémie inhibe le monoxyde d'azote, qui a pour fonction de dilater les vaisseaux sanguins. Ce phénomène se traduit par un rétrécissement des artères coronaires, ce qui augmente le risque de crise cardiaque, à tel point que 65% des adultes atteints de diabète de type 2 mourront d'un problème cardiaque. Mais Dick ne compte pas laisser le diabète venir à bout de lui sans réagir. Il a dit que s'il fallait qu'il mange plus sain, qu'il fasse plus d'exercice et qu'il fasse un bilan sanguin de temps en temps, alors il le ferait. Mais que dans l'immédiat, il était occupé. Comme en attestent les témoignages de ceux qui l'ont connu, Dick est parvenu à contrôler son diabète. Mais en plus d'augmenter le risque de développer une maladie coronarienne, le diabète multiplie par 3 la probabilité de faire un AVC. Or, comme je l'ai déjà mentionné, 8 ans avant sa mort, Dick avait été victime d'un très grave accident vasculaire cérébral. Décembre 2004, Californie. À son réveil, Dick Clark se rend compte qu'il ne peut plus bouger. Sa femme Carrie comprend qu'il est en train de faire un AVC et passe aussitôt à l'action. Plutôt que d'attendre une ambulance, elle le conduit elle-même à l'hôpital. L'animateur d'American Bandstand, Dick Clark, a été hospitalisé ce matin pour un AVC léger. Quand il a eu son AVC, je me souviens avoir été touchée par son état. Quand je lui ai rendu visite et que je l'ai vu assis dans une chaise roulante, j'en ai eu le cœur brisé. Quand on se penche sur les détails de ce qui s'est passé, on se rend compte que sans l'intervention rapide de Carrie, les effets à long terme de l'AVC de Dick auraient pu être bien plus graves. Pour maintenir ces cellules en état de fonctionnement, notre cerveau a besoin d'un important apport d'oxygène. Or, en cas d'AVC, le sang n'y circule plus et l'oxygène n'est plus renouvelé.
Au vu des éléments dont je dispose, je dirais que Dick a fait un AVC ischémique. Cet accident vasculaire, qui représente 87% des AVC, survient lorsqu'un vaisseau irriguant le cerveau est obstrué par un caillot. Si l'accident vasculaire se prolonge, c'est-à-dire si l'afflux de sang au cerveau est interrompu trop longtemps, des lésions irréversibles du cerveau sont à craindre. Et les problèmes cardiaques compliquent la convalescence, ce qui a rendu Dick davantage sujet à une crise cardiaque après l'AVC. Malgré ce contretemps, le plus vieil adolescent d'Amérique se refuse pour l'instant à annuler ses principaux engagements. Depuis son lit d'hôpital, Clark a fait la déclaration suivante. D'après les médecins, je devrais avoir repris une activité normale assez vite et j'espère être présent à Times Square le soir du réveillon pour célébrer une fois encore la nouvelle année. Bien qu'il minimise les conséquences de son AVC, Dick Clark est pour la première fois en 29 ans dans l'incapacité d'animer son rendez-vous télévisuel du Nouvel An. L'impact à la fois immédiat et permanent de l'AVC de mon père, c'est qu'après son accident, il a perdu la motricité fine de son bras droit et qu'il ne pouvait plus marcher qu'avec difficulté. 11 mois après son AVC, Dick Clark consulte un orthophoniste. Il s'efforce d'être prêt à temps pour son apparition au Rockin' New Year's Eve le mois suivant. Son AVC avait durement affecté son élocution, sur laquelle il avait bâti toute sa carrière. Mais il ne s'est pas découragé pour autant. À l'instar d'un Winston Churchill, il était résolu à lutter coûte que coûte. Pour un homme qui faisait peu d'exercice, il a sacrément fait travailler sa bouche. Il n'hésitait pas à parcourir de grandes distances pour entreprendre n'importe quelle thérapie susceptible de l'aider à améliorer son état, parce qu'il avait décidé de revenir au maximum de ses capacités. Je ne l'ai jamais entendu manifester la moindre plainte. À cela près qu'on percevait très clairement la frustration qu'il ressentait à l'idée de ne plus pouvoir faire certaines choses qu'il aurait accomplies avec la plus grande facilité avant son AVC. Un an après son accident cérébral et grâce au soutien de Carrie, il tient sa promesse et fait son retour à la télévision américaine. Pour le public qui découvre son état, c'est le choc. La production et moi savions que Dick serait présent dans l'émission, parce qu'il avait déjà été annoncé que ce serait sa première apparition publique. On avait été prévenu qu'il serait en chaise roulante et qu'il aurait du mal à s'exprimer. Mais ça a quand même été un moment très dur. J'ai pleuré en le voyant. Il se sentait très partagé car d'un côté, certains ne comprenaient pas qu'on laisse cet homme diminué par un AVC apparaître à la télévision pour le réveillon de fin d'année, tandis que d'autres lui étaient au contraire reconnaissants de leur donner du courage dans leur propre épreuve. Je pense que son exemple a servi d'inspiration à des millions de personnes. D'autres personnes ayant été victimes d'un AVC ont pu se rendre compte que son mental était resté intact. Après son AVC, Dick a continué à apparaître dans l'émission de télévision Rockin' New Year's Eve pendant 8 ans, ce qui m'indique qu'il s'était donc assez bien remis pour reprendre son activité d'animateur. Bien que cet accident vasculaire cérébral n'ait pas été directement responsable de sa mort, il a cependant affaibli son cœur ainsi que ses artères coronaires, ce qui a pu accroître son risque de faire une crise cardiaque. 13 avril 2012, Centre médical St. John's de Los Angeles, en Californie. 5 jours avant sa mort, Dick Clark subit une opération de la cataracte, la première de 2 interventions prévues. La cataracte se traduit par une opacification du cristallin, la lentille située à l'intérieur de l'œil, ce qui entraîne une vision floue et à terme une cécité. Bien qu'il s'agisse d'une procédure de routine, toute opération comporte des risques, surtout compte tenu du fait que Dick était un homme de plus de 80 ans, dont le cœur était déjà affaibli. Mais les documents que j'ai consultés indiquent que l'intervention s'est déroulée à merveille et que Dick s'en est bien remis. D'ailleurs, des études ont montré que le recours à une anesthésie locale n'entraîne aucune conséquence négative, et ce, quel que soit l'âge du patient.
Au vu des 5 jours qui se sont écoulés entre cette opération et la suivante, on peut écarter la première intervention comme précurseur possible de la crise cardiaque. Mais si Dick s'était totalement remis et que son état de santé était bon, il reste à savoir ce qui a pu conduire à la crise cardiaque ayant entraîné sa mort 5 jours plus tard seulement. Le 18 avril 2012, le monde est choqué d'apprendre la mort de Dick Clark, le légendaire présentateur de télévision. Médecin légiste réputé dans le monde entier, le Dr Michael Hunter s'appuie sur le certificat de décès de Dick Clark et sur divers témoignages pour comprendre la cause de la crise cardiaque qui l'a tué. Pour l'instant, j'ai découvert que la passion de Dick pour les aliments gras et sucrés a pu jouer un rôle dans sa mort, et qu'après une décennie à souffrir de diabète, l'AVC qu'il avait frappé 8 ans avant sa crise cardiaque a pu augmenter ses chances de développer une maladie coronarienne. J'ai aussi appris que Dick avait subi une opération oculaire de routine la semaine ayant précédé sa mort. 5 jours après cette première intervention chirurgicale, il devait être opéré une nouvelle fois. Cette fois-ci, il s'agissait d'une résection prostatique. 17 avril 2012, Centre médical St. John's de Los Angeles, en Californie. La veille de la mort de Dick Clark. La star entre au bloc pour une simple opération de la prostate. La prostate est une glande de petite dimension appartenant à l'appareil génital masculin. Elle est située entre le pénis et la vessie et elle entoure l'urètre, le conduit par lequel l'urine circule de la vessie au pénis. Lorsque la prostate augmente de taille, un phénomène appelé hyperplasie prostatique bénigne, se produisant assez fréquemment chez les hommes de l'âge de Dick, celle-ci peut faire pression sur l'urètre et la rendre plus étroite. Ce rétrécissement peut ralentir ou bloquer la circulation de l'urine. La résection transurétrale de la prostate est une intervention qui consiste à retirer la partie de la glande prostatique exerçant une pression sur l'urètre. 17h15 le même jour, 18h avant la mort de Dick Clark. Carrie aide son mari à regagner son lit. Les documents que j'ai consultés montrent que l'opération n'a duré que 38 minutes et que Dick ne présentait peu après aucun symptôme de complication. Il a passé la nuit à l'hôpital car il s'apprêtait à subir sa seconde opération de la cataracte, prévue pour le lendemain. Alors que Dick semblait en bonne voie pour se remettre totalement de sa résection prostatique, quels facteurs ont pu entraîner sa mort quelques heures plus tard ? 18 avril 2012, 9h du matin. Dick se réveille face à Carrie qui est venue le voir. Il lui reste 2 heures à vivre. Quand il s'est réveillé, il se sentait bien. Carrie et lui étaient détendus. Ils parlaient de ce qui se passerait ensuite, tout s'annonçait très bien. Sa seconde opération de la cataracte devait avoir lieu le jour même. Mais d'un seul coup, il s'est mis à sentir un poids au niveau de la cage thoracique et une douleur au bras. 9h30. Carrie alerte les infirmières qui raccordent la poitrine de Dick à un électrocardiographe. Il s'est mis à montrer des signes d'agitation. On pourrait même presque parler d'angoisse. Il avait la sensation que quelque chose ne tournait pas rond. Un grand nombre de personnes ayant été victimes de crises cardiaques font état d'accès d'angoisse, caractérisés par une sensation de mort imminente. Une étude récente dont j'ai pris connaissance a permis d'apporter une explication médicale à ce symptôme. Il s'avère qu'au moment où le cœur de Dick s'est mis à ressentir de la gêne, avant le début de l'attaque, son organisme a libéré des hormones émises par ses glandes surrénales. Ces hormones sont aussi produites chez les humains en réaction à une urgence absolue lorsque l'individu se retrouve dans une situation de danger ou de stress extrême, ce qui explique cette sensation de panique ou de mort imminente. L'angoisse manifestée par Dick peut avoir été un signe annonciateur de sa crise cardiaque à venir. 11h09, Dick est en arrêt cardiaque.
En dépit de tous les efforts de l'équipe médicale, Dick ne réagit pas aux soins qui lui sont prodigués. À 11h18, le décès de Dick Clark est prononcé. Bonjour. Ce matin, les hommages se multiplient en l'honneur de Dick Clark, grand nom de la musique et de la télévision. Dick Clark est mort à l'âge de 82 ans. J'étais à Atlanta pour le travail ce matin-là, quand j'ai reçu un appel. J'ai aussitôt écourté mon séjour et j'ai repris l'avion. Ce qui m'a semblé totalement surréaliste, c'est qu'une demi-heure à peine après avoir appris la mort de mon père, tous les écrans de télévision sur lesquels je tombais en déambulant dans l'aéroport d'Atlanta parlaient de sa mort. C'était très bizarre. Je me trouvais à Washington quand on m'a appris son décès. En entendant la nouvelle, je suis resté sidéré. Je venais de dîner avec lui quelques jours plus tôt seulement. On avait ri aux éclats ensemble. Pour moi, sa mort a été un véritable choc. Il m'avait toujours semblé être une personne si robuste et débordante d'énergie que j'ai été choquée d'apprendre qu'il s'était éteint. J'ai eu l'impression qu'une partie de moi était partie. J'étais assise dans la cuisine et quelqu'un m'a dit « Connie, on a une mauvaise nouvelle. Dick Clark est décédé. » Ça a été un coup très dur. Il a fallu beaucoup de temps avant que j'arrive à m'en remettre. C'est encore dur. Chaque jour qui passe, il me manque. Le certificat de décès de Dick stipule clairement qu'il était atteint d'une maladie coronarienne chronique. Malgré son état d'affaiblissement, les pathologies qui affectaient son cœur et ses artères n'expliquent pas à elles seules le déclenchement soudain de l'arrêt cardiaque qui l'a tué. Et j'ai découvert de nouveaux éléments susceptibles d'expliquer les raisons de sa mort brutale. La résection transurétrale de la prostate qu'il venait de subir est elle aussi mentionnée sur le certificat de décès. Ce qui me conduit à penser que l'intervention de routine pratiquée sur sa prostate a pu jouer un rôle significatif dans sa mort. La résection transurétrale est souvent considérée comme le moyen le plus efficace de traiter l'hyperplasie de la prostate. C'est une opération réputée sûre et donc recommandée pour les hommes âgés souffrant de problèmes urinaires, en cas d'échec d'un traitement médicamenteux. Mais comme n'importe quelle intervention chirurgicale, elle comporte des risques. Cette procédure est souvent réalisée sous anesthésie locale. Mais je vois que Dick, à lui, était placé sous anesthésie générale, ce qui rendait cette opération de routine plus dangereuse. Une étude récente a fait apparaître un risque accru de décès dans les procédures chirurgicales sous anesthésie générale chez les hommes de plus de 80 ans. On estime même chaque année aux États-Unis à environ 1 million le nombre de patients chez qui une intervention chirurgicale donne lieu à un infarctus du myocarde survenant en post-opératoire. De telles complications sont souvent provoquées par des problèmes de santé inhérents à l'âge, tels que l'hypertension, l'athérosclérose et les maladies coronariennes. Par ailleurs, j'ai évoqué les différents facteurs faisant de Dick un patient présentant un risque accru de complications post-opératoires. Mais à la lumière de toutes les informations disponibles, je pense qu'un autre facteur est susceptible d'avoir été à l'origine de la mort soudaine de Dick. Le syndrome de résection transurétrale de la prostate est une complication rare mais potentiellement mortelle liée à cette intervention chirurgicale. Ce syndrome se produit lorsqu'une quantité excessive du liquide stérile employé durant la procédure pour assurer la propreté de la zone opérée passe dans le système sanguin, ce qui va alors dérégler l'équilibre de ces électrolytes tels que le potassium. Ce déséquilibre peut quant à lui modifier les impulsions électriques du cœur et de ce fait provoquer une arythmie cardiaque fatale chez un patient à risque. C'est notamment le cas de Dick, qui souffre d'une maladie coronarienne préexistante.
À cela, il faut ajouter que l'opération de Dick, ayant été pratiquée sous anesthésie générale, les chirurgiens n'ont pas pu se fier aux symptômes physiologiques associés au syndrome de la résection transurétrale, tels que maux de tête, nausées et agitation, des signes absents sous anesthésie générale. On ne saura sans doute jamais si Dick a souffert du syndrome de la résection transurétrale durant son opération, mais on sait en revanche que dans l'état où il se trouvait du fait de sa maladie coronarienne avancée, n'importe quel stress mineur a pu suffire à déclencher une crise cardiaque aiguë. En raison de sa grave insuffisance coronarienne, le cœur de Dick était une bombe à retardement. Toute cette période reste entourée de flou à cause du choc qu'on a encaissé. Mais dans un premier temps, les médecins avaient eu l'air de dire que tout irait bien. Et puis non. J'ai été stupéfait d'apprendre qu'il était mort, parce qu'il allait bien jusque-là, mis à part cette intervention ambulatoire de routine, d'autant qu'il était à l'hôpital quand c'est arrivé. Comment est-il possible de faire un arrêt cardiaque et de mourir dans un hôpital entouré de tous ces médecins? Il ne fait aucun doute selon moi que Dick avait besoin de cette résection de la prostate, parce que le blocage de son urètre aurait lui-même pu constituer un élément précurseur à une crise cardiaque. Les médecins devaient donc faire le nécessaire pour libérer son urètre. J'ai abordé le fait que Dick souffrait de diabète de type 2, une pathologie rendant très difficile le traitement d'une hyperplasie de la prostate par des médicaments. De mon point de vue, une résection transurétrale constituait la seule option. C'est une intervention qui est considérée comme sûre et bénigne et qui n'occasionne que très rarement des complications post-opératoires. Mais les différentes pathologies préexistantes dont souffrait Dick rendaient cette procédure plus risquée. Son goût pour le gras et le sucré, son diabète, son AVC et son âge lui ont causé une insuffisance coronarienne. Or, presque tous les décès associés à une résection transurétrale surviennent chez des hommes au cœur déjà affaibli. Durant les derniers instants de la vie de Dick, le syndrome de la résection transurétrale a peut-être interféré avec les impulsions électriques de son cœur, ce qui, associé à son athérosclérose, a empêché son sang d'alimenter en oxygène le muscle cardiaque. Cela aura suffi à causer une crise cardiaque. Les battements du cœur ont ralenti avant de finalement cesser. L'interruption massive du flux sanguin a provoqué une défaillance de l'ensemble de ses organes, ce qui a eu comme conséquence ultime la mort. Dick Clark était un présentateur et un homme d'affaires hors pair, et son influence sur les téléspectateurs du monde entier aura été considérable. Cet homme, d'une insatiable curiosité et animé d'un intérêt sincère pour la vie des autres, aura vécu la sienne en profitant du moindre instant, jusqu'au jour où son cœur n'aura plus été capable de tenir le rythme. Les gens avaient la sensation de le connaître. Les Américains l'avaient accueilli chez eux. Il était comme un ami qu'ils recevaient dans leur salon. Quand il est parti, il a laissé un vide immense dans la vie de tous ceux qui avaient grandi avec lui. Bonne année! Comment ça va? Vous allez bien? Je m'estime heureux d'avoir connu Dick Clark le temps que j'ai pu le connaître, parce que c'était un type extra. Il était unique. On l'est ou on ne l'est pas. Il ne se passe pas un jour sans qu'il me manque et sans que je pense à lui. Je rêve de mon père peut-être 3 ou 4 fois par semaine. Il y a un rêve en particulier que je fais souvent. Dans ce rêve, je le vois de retour parmi nous. Et il se comporte comme s'il s'était remis de son AVC. J'aimerais le revoir comme avant. Je pense à lui tous les jours.